Bonjour à tous. Elsa Fleuret, journaliste, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce Smart Finance Forum organisé par la BCGE sous le signe de la neutralité carbone et la transition énergétique au cœur du développement des entreprises. Votre avis nous intéresse. Vous qui nous regardez en ligne, vous êtes invités à poser vos questions durant toute la conférence. Vous cliquez tout simplement sur le bouton « Poser une question » en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons lors de la table ronde qui clôturera ce forum. Avec nous sur le plateau, 4 invités pour aborder cette thématique incontournable. Christian Brunier, bonjour monsieur. Vous êtes à la tête de la Direction générale des services industriels de Genève depuis 2014 et avez positionné SIG comme leader de la transition écologique. Yvan Slatkin, bonjour monsieur. Bonjour. Vous présidez la Fédération des entreprises romandes depuis 2015 avec le souhait de faire évoluer le monde des entreprises vers un modèle plus durable, tourné vers l'innovation et avec une plus grande responsabilité sociale. Touche à tout, vous partagez vos activités entre votre entreprise familiale, où vous représentez la 4e génération active dans les métiers du livre, et vos engagements politiques et associatifs. Valérie Lemaigre, bonjour madame. Bonjour. Vous occupez le poste d'économiste en chef à la BCGE depuis 2013. Vous êtes également vice-présidente de l'Association des stratégistes de Genève, l'ISAG. Osren Bakaric, bonjour monsieur. Vous avez rejoint la BCGE en 2014, où vous êtes le chef du département Corporate Finance. Vous remplacez pour ce forum madame Fauveau, membre de la direction générale de la BCGE, qui s'est excusée. La parole est à vous pour le discours d'introduction de ce Smart Finance Forum. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers invités. Au nom de la Banque cantonale de Genève, j'ai le très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence digitale. Ces rencontres permettent un partage de points de vue sur certains enjeux concernant l'économie et la finance. Elles ont lieu en général 2 à 3 fois par année en fonction de l'actualité. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la rencontre de ce jour a pour thématique la transition énergétique au cœur du développement des entreprises. Et justement, parlant du développement des entreprises, et avant de repasser la parole à Madame Fleuret, je me permets rapidement de vous présenter BCGE Corporate Finance. Avec son département Corporate Advisory et ses 2 filiales Capital Transmission et Dimension, la BCGE conseille et assiste les chefs d'entreprise en matière de gestion de risques financiers, de projets de développement ou encore de fusion-acquisition et de transmission de sociétés. En 2 mots, pour faire appel à BCGE Corporate Finance, c'est bénéficier d'une part d'un savoir-faire en ingénierie financière et d'autre part de levée de capitaux ou de conseil M&A, de la préparation de la transaction jusqu'à son aboutissement. Vous trouverez plus de détails sur notre département Corporate Advisory et nos 2 filiales Capital Transmission et Dimension sur le site internet de la banque. Et maintenant, sans plus attendre, Madame Fleuret, je vous repasse la parole pour la suite de la conférence. Merci beaucoup, Monsieur Bakaric, pour cette introduction. La parole est à vous, Valérie Lemaigre, sur les enjeux macroéconomiques de cette transition énergétique. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, il me revient de définir un peu le cadre de nos discussions et surtout de comprendre les liens étroits et non pas contradictoires qu'il peut y avoir entre la croissance économique et la transition énergétique. Alors, pour y parvenir, j'ai choisi de toucher 3 points importants, enfin, qu'il me semble importants dans cette réflexion. Le premier point, c'est quelle est la place des énergies fossiles encore dans la croissance et dans la demande mondiale. Deuxième question importante, en quoi les émissions de gaz à effet de serre sont-elles réellement liées à la croissance? Et troisième question, pour introduire quelque part le lourd travail des entreprises, c'est comment créer une croissance durable, mais une croissance quand même. Donc, pour entamer cette discussion, je voudrais revenir sur le premier point qui est quelle est encore l'importance des énergies fossiles dans notre croissance, dans notre demande actuelle.
Aujourd'hui, la demande d'énergie fossile compte pour 50% encore, est satisfaite pour 50% encore par le pétrole et le charbon, encore 25% par le gaz naturel et le reste étant associé aux biomasses et aux énergies alternatives. Donc c'est clair que la prépondérance des énergies fossiles est encore de mise. Alors, dans la consommation, tout d'abord, du pétrole, on va, entre guillemets, déplorer le fait que quasi 85% de cette consommation de pétrole est liée au transport. Environ 50%, c'est du transport de grande distance. On va retrouver l'aérien, le transport aérien par la terre et par la mer. Et puis, on a environ 35% qui sont liés au transport de véhicules, de voitures. Et enfin, les derniers pourcentages que vous calculerez, environ une bonne quinzaine de pourcents, eh bien, c'est la consommation pétrochimique qui continue à être satisfaite par le pétrole. Si on en vient aux émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, ce qu'il reste important dans cette émission, c'est la consommation de charbon. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont assurées par les émissions ou la consommation de charbon. Et vous le savez, depuis 2000, cette consommation elle a continué à s'intensifier, puis ça se voit sur votre écran, sur le graphe de droite, notamment par l'intervention ou la mise en force, on va dire, de l'Asie et de la Chine dans la croissance. On reviendra sur ce point. Et ces centrales de charbon sont loin d'être obsolètes. Elles ont une durée de vie de 40 ans et en Chine, elles ont environ une moyenne d'une quinzaine d'années d'historique. Donc clairement, on a encore une économie qui est dépendante du charbon. Alors, selon l'Agence internationale de l'énergie, pour pouvoir parvenir à cette transition énergétique et pour pouvoir parvenir à cette neutralité carbone, il faudrait réduire de 30% la consommation d'énergie fossile. C'est évidemment un effort important qu'on peut essayer de compenser par une augmentation des énergies alternatives. Elle s'attend à avoir une augmentation de 50% de ces énergies alternatives. Mais un petit exemple, la proportion aujourd'hui de cette énergie alternative, vous le voyez sur votre écran, est encore très faible. Et si on prend le parc automobile, on a aujourd'hui 2% des voitures qui sont assurées par des voitures électriques. Selon l'agence, on souhaiterait atteindre un 50% pour pouvoir parvenir à cette transition énergétique. Donc, première question, eh bien oui, les énergies fossiles sont encore prédominantes et pour pouvoir parvenir à cette transition, il faut les réduire, pas de moitié, mais en tout cas, la demande doit être réduite de plus de 30%. Donc la deuxième question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure la croissance et quels sont ces liens étroits entre la croissance et les émissions de carbone d'émissions de carbone, pardon, désolée. Et c'est là où j'ai souhaité illustrer par la deuxième diapositive de cette présentation, que vous verrez à l'écran. Vous voyez que les courbes noires et rouges progressent en parallèle. Et ça signifie qu'effectivement, la croissance accélère l'émission de gaz à effet de serre. Donc, vous avez une courbe qui vous montre la croissance par habitant et l'autre les émissions. Clairement, il y a une évolution qui est parallèle et qui s'est accélérée en 2000 avec l'entrée de l'Asie dans cette croissance et en particulier de la Chine. Donc, clairement, on a un effet croissance qui est important dans cette émission, que les efforts, et ce sont les courbes bleues et vertes du graphe sur la gauche de votre écran,
que des efforts d'investissement en intensité énergétique, c'est-à-dire réduire la demande d'énergie par rapport aux unités de croissance que l'on crée, ou les investissements en intensité carbone, c'est-à-dire limiter les émissions carbone par unité d'énergie demandée. Malgré tous ces efforts-là, on a pu empêcher la croissance de ces émissions. Et sur la droite de votre écran, je dis ça autrement, je vous illustre ça autrement. Vous avez la consommation carbone et son augmentation sur la période de 2018. Et vous voyez, deuxième petit bâtonnet bleu, que cette consommation carbone est essentiellement liée à la croissance et que par des investissements d'intensité carbone et énergétique, on arrive à réduire les émissions de moitié ou les effets, la contribution de moitié de la croissance sur les émissions. Donc, clairement, l'enjeu de la transition climatique est déterminant pour la croissance économique et les liens sont étroits. Comme je vous le disais, on va le voir tout de suite, ne sont pas forcément contradictoires. Donc, pour pouvoir comprendre comment créer une croissance durable, je vous, de nouveau, mets à l'écran une petite équation mathématique qui fait un petit rappel à votre passé lointain ou proche. Cette équation, simplement, elle vous montre les déterminants des émissions de gaz à effet de serre. Le premier déterminant, c'est évidemment la croissance de la population. Le deuxième, on l'a vu, c'est la croissance de l'économie, la croissance économique et la croissance du PIB, comme on le synthétise si systématiquement. Et enfin, un facteur déterminant, et c'est celui-là qui va nous permettre de créer de la croissance durable, c'est le facteur technologique. L'investissement en innovation, à la fois pour augmenter l'intensité ou réduire, ça dépend comment vous le voyez, réduire l'intensité énergétique par rapport aux unités de croissance ou réduire l'intensité carbone par rapport aux unités d'énergie qu'on a développées. Donc, dans cette transition énergétique, deuxième point important, oui, il faut réduire, mais on ne peut pas réduire à néant la consommation d'énergie fossile. Et oui, il faut investir et investir massivement pour pouvoir aider la croissance à continuer, mais à être une croissance réellement durable. Et donc, j'en viens à ce troisième point qui est de construire une croissance parce qu'on en a tous besoin, mais une croissance qui soit durable. Et ça, c'est un des objectifs, un des 17 objectifs qui est illustré sur ce graphe. On doit soutenir les entreprises pour qu'elles investissent en innovation, en technologie, mais on doit aussi soutenir l'ensemble des acteurs et des facteurs de l'activité pour que la productivité de chaque facteur augmente. Et dans ce cas-là, vous allez créer plus de croissance en utilisant moins de capital, en utilisant moins de matières premières et notamment les énergies fossiles. Donc vous avez sur la droite de votre écran la situation de la Suisse par rapport à ce critère de croissance durable. Et si vous regardez l'ensemble des éléments, ce qui est important de noter, c'est que les entreprises, c'est qu'il faut en général investir en innovation. Et deuxièmement, il faut favoriser la productivité. Un des exemples pour favoriser la productivité, c'est d'intégrer les jeunes dans cette croissance économique. Et où se situe maintenant, et j'en terminerai là-dessus, la Suisse par rapport à cette croissance durable? Et c'est là où vous avez l'illustration d'un des classements sur lesquels on peut se baser pour évaluer la Suisse. Il y a également les classements du WEF, où la Suisse est un peu mieux classée que ce niveau de 14e rang. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de comprendre, c'est surtout les critères qui sont derrière l'évaluation de ce classement.
Et ce qui est important de comprendre, c'est que les entreprises sont très bien placées. Dans le top 10, les entreprises suisses sont très bien placées quant à leur comportement de croissance durable, que ce soit par rapport à leurs investissements en innovation. Il faut savoir qu'en Suisse, les entreprises investissent pour plus de 30% des équipements dans la recherche et développement et plus de 20% dans tout ce qui est innovation digitale et des différents logiciels qui permettent de soutenir la productivité des entreprises. Donc plus de 50% des entreprises investissent dans l'innovation qui peut servir à la construction de cette croissance durable. Qui est-ce qui reste à la traîne? Eh bien, malheureusement, les politiques climatiques restent un peu à la traîne en Suisse et ont besoin de connaître un peu cette impulsion que l'on a pu observer ces derniers mois aux États-Unis et en Europe, où en Europe, vous le savez, et aux États-Unis, avec leur plan de relance, on a quasi 40% des dépenses prévues dans les prochaines années qui sont consacrées à cette transition climatique. Donc, un bon point pour les entreprises suisses, on va le voir tout de suite, peut-être un point d'amélioration, en tout cas pour les politiques économiques et les politiques de la transition climatique. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Lemaigre pour ce rappel éclairant de la très forte dépendance du monde à l'énergie fossile. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur votre écran. La parole est à vous, Yvan Slatkin, sur les solutions concrètes de la part des entreprises. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, l'énergie est au cœur du problème climatique. Et ça a été dit, le modèle jusqu'à présent était basé sur une croissance, mais qui consomme des ressources, qui émet du CO2 et qui détériore notre environnement. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une phase de transition énergétique. Cette phase s'articule sur 3 piliers. La redéfinition des besoins énergétiques, on parle de sobriété énergétique, l'amélioration des techniques pour diminuer davantage cette consommation, on parle d'efficacité énergétique, et le choix des ressources renouvelables plutôt que des énergies fossiles ou nucléaires, on parle de substitution énergétique. Alors en Suisse, aujourd'hui, on s'inscrit d'abord dans un cadre global, un cadre international, c'est les 17 objectifs de développement durable, qui sont la clé de voûte de l'agenda 2030 et qui doivent être atteints par tous les États membres de l'ONU d'ici à 2030. L'objectif, c'est de décarboniser la société pour faire en sorte qu'on puisse freiner ce réchauffement climatique que nous vivons tous, et on le vit particulièrement dans ce studio aujourd'hui où la chaleur est intense. Mais on n'utilise pas de climatisation parce que nous sommes dans le développement durable. Depuis quelques années, nous avons donc ces objectifs qui sont fixés au niveau international. Nous avons aussi des changements sociétaux, avec les marches citoyennes pour le climat qui se multiplient, des consommateurs qui sont toujours plus sensibles aux enjeux climatiques et qui sont toujours plus nombreux à vouloir utiliser leur pouvoir d'achat pour soutenir des activités responsables. Donc la transition énergétique devient pour les entreprises un véritable enjeu de réussite. Cet objectif global, bien sûr, qui s'inscrit pour la Suisse aussi, parce que la Suisse est fortement touchée par ce réchauffement climatique. Je ne vais pas vous sortir ici des statistiques, mais la température moyenne a augmenté de 2 degrés depuis le début des relevés qui datent de 1864. Et dans notre pays, l'augmentation de la température est 2 fois plus élevée que la moyenne mondiale et les prévisions ne sont pas à la baisse. Donc notre pays consomme davantage de ressources que la moyenne en raison de son niveau élevé de prospérité. 80% de l'énergie consommée dans le pays provient des sources fossiles ou nucléaires, à défaut de gisements nationaux achetés à l'étranger. La Suisse ne produit dans son territoire qu'un quart de l'énergie dont elle a besoin. Donc il s'agit pour nous de nous organiser si nous voulons que les conséquences environnementales et sociétales négatives dues au réchauffement climatique diminuent. Pour rappel, le fameux jour de dépassement de la Terre a été atteint en Suisse le 11 mai, c'est-à-dire qu'avant même la moitié de l'année, nous étions déjà au-delà de la consommation de l'ensemble des ressources disponibles dans notre pays. La Suisse, je vous l'ai dit, elle s'inscrit dans l'agenda 2030, ses 17 objectifs de développement durable. Elle est signataire de l'accord de Paris.
Elle s'est donc engagée à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Et puis Genève est, lui, précurseur en Suisse, puisque les premières lois sur le développement durable ont été déposées en 2001. Alors certes, dimanche passé, il y avait une votation importante, un signal qui aurait pu être donné avec la votation sur la loi sur le CO2. Cette votation a abouti à un résultat négatif. Notre fédération soutenait ce projet de loi parce qu'il avait des objectifs ambitieux. C'était un projet qui s'inscrivait dans un principe du pollueur-payeur. Il ne s'agissait pas de contraindre, mais d'inciter les gens à moins dépenser d'énergie, à moins consommer d'énergie. Malheureusement, il va falloir faire sans cette loi, mais les objectifs doivent toujours être atteints. Aujourd'hui, on parle d'une société durable, et dans le cadre de cette société durable, on parle d'assurer la pérennité de notre environnement, de notre société. Alors, cette notion d'économie circulaire, j'y reviendrai dans quelques instants, n'est pas nouvelle, puisque le premier à en avoir parlé, c'était Ernst Schumacher, dans un magnifique petit livre intitulé « Small is Beautiful », qui a été publié en 1973. C'est pour vous dire que les enjeux dont on parle aujourd'hui ne sont pas des enjeux nouveaux, ils avaient été identifiés il y a fort longtemps. Aujourd'hui, ça a été dit, pour pouvoir trouver des solutions, il faut innover, il faut proposer des solutions. Et une des solutions, c'est cette fameuse économie circulaire qui contribue au développement durable en assumant la responsabilité sociale. On parle de produits éco-conçus à longue durée de vie qui soutiennent l'économie de la fonctionnalité et où peuvent être partagés de façon collaborative entre les consommateurs. Mais bon, économie circulaire, c'est beau, mais la Suisse est un pays qui est ouvert sur le reste du monde. Pour rappel, notre premier partenaire commercial, c'est l'Europe, 60% de nos exportations. Le reste du monde représente 40% des exportations. Et donc, on s'inscrit dans un cadre global où on ne peut pas miser que sur de l'économie circulaire. On doit rester ouvert sur le reste du monde. Et c'est un juste équilibre qu'il faut trouver avec cette transition écologique et cette transition énergétique. Il s'agit donc de changer de paradigme. Le paradigme que nous avons connu pendant les 30 Glorieuses n'est plus le même aujourd'hui. Et si nous voulons pouvoir agir sur ce réchauffement climatique, sur cette consommation des ressources, il faut changer de mindset. Il faut que et les entreprises et les politiques, mais aussi les consommateurs, évoluent dans leurs demandes. Aujourd'hui, les consommateurs évoluent. Je vous ai parlé du cadre international, du cadre national et cantonal avec différentes lois, qu'elles soient acceptées ou pas acceptées. Mais aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est le consommateur, le client, qui est passé du consommateur informé à l'ère du consommateur mobilisé. Alors vous le voyez sur le slide qui est devant vous, devant vos yeux. Aujourd'hui, le consommateur a six dimensions. Il est prescripteur, il est producteur, il est intermédiaire de services, il fournit des données, il peut être financeur via le crowdfunding, et puis c'est un acteur médiatique puisqu'il lui suffit aujourd'hui de poster un post sur un réseau social pour pouvoir détruire la réputation d'une entreprise si elle n'a pas des engagements qui sont forts. Alors, tout ça, c'était pour fixer le cadre. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises, à défaut d'avoir des lois qui contraignent ces entreprises à devoir changer leur mode de fonctionnement? Alors, quelques pistes, c'est de réaliser un éco-bilan, c'est d'opter pour des mixtes énergétiques, c'est de rénover son parc énergétique donc de ces immeubles en installant des pompes à chaleur. On va parler plus tard, M. Bruni nous parlera de Génilac. L'isolation, c'est sensibiliser ses collaborateurs à la problématique, c'est adhérer au principe du négawatt, c'est réfléchir à la consommation du numérique, parce qu'aujourd'hui, on nous avait dit qu'il fallait consommer moins de papier, mais est-ce que consommer moins de papier mais plus de numérique, c'est propice au développement durable? On ne le pense pas. Enfin bref, il y a énormément de choses que les entreprises peuvent faire et qu'elles font. Et puis, il existe en Suisse, et à Genève en particulier, différentes démarches environnementales qui permettent d'accompagner les entreprises dans ces changements.
Alors, quelques exemples de programmes sont sous vos yeux. Vous avez le programme PEC, qui, grâce à l'appui d'un conseiller professionnel en énergie, permet de déceler les économies potentielles au sein de l'entreprise, de planifier les mesures à mettre en œuvre et de réaliser des économies d'énergie substantielles. Vous avez le modèle PME de l'Agence de l'énergie pour l'économie, qui offre une gestion énergétique aux petites et moyennes entreprises. Vous avez les services industriels de Genève, qui ont mis en place le programme ECO 21, qui aide les petites et moyennes entreprises genevoises consommant moins de 100 MW d'électricité par an à réaliser des économies d'énergie et d'eau. M. Brunier en parlera peut-être. Et aujourd'hui, en 2019, c'était 500 entreprises et collectivités qui avaient participé à ce programme, si les chiffres qu'on m'a donnés sont exacts. Vous avez aussi la certification B Corp, qui certifie des entreprises qui répondent à des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité légale. Alors, aujourd'hui, à Genève, il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont cette certification. Elles sont au nombre de 3, donc il y a encore pas mal de marge de manœuvre. Mais c'est pour vous dire qu'il y a aujourd'hui plusieurs programmes qui vous permettent d'aller vers cette transition énergétique. Alors, pour vous parler maintenant de la Fédération des entreprises romandes, qui est une PME, puisque nous employons plus de 400 personnes, nous avons aujourd'hui travaillé sur la transition énergétique et la durabilité, avec, au niveau de l'environnement, la mise en place d'un plan de mobilité pour favoriser la mobilité douce. On a mis en place des mesures d'économie d'énergie. Il fait vraiment très chaud ici. C'est pas grave. Un recyclage de déchets et une diminution de quantité de papier utilisé. Nous avons travaillé sur les achats responsables pour être dans cette logique d'une économie la plus circulaire possible, en payant les fournisseurs au prix du marché, en essayant d'acheter local et de rester dans notre écosystème. Et nous avons pris aussi de nombreuses mesures au niveau du management et des ressources humaines pour responsabiliser nos employés face à cette problématique. Et puis, bien sûr, et c'est là un élément essentiel, notre fédération a rénové récemment ses bâtiments. Et dans ces rénovations, nous avons économisé pour le 98 rue de Saint-Jean 25% de nos consommations d'énergie depuis la rénovation, avec une meilleure enveloppe thermique, remplacement de l'intégralité des éclairages par des LED, installation de panneaux solaires, ce qui nous a permis d'économiser 6 mois d'énergie et 24 tonnes de CO2 sur 8 ans. Et puis, nous allons bientôt mettre en place des plafonds actifs. Et puis, au 67 rue de Saint-Jean, nous l'avons entièrement rénové. Et là, nous avons atteint 38% de consommation d'économie, de 38% d'énergie, malgré 2 étapes supplémentaires. Et depuis la pose de panneaux en 2019, nous avons déjà produit l'équivalent de 3 mois d'énergie pour le bâtiment et économisé 6,5 tonnes de CO2. Et puis, dernier point, et M. Brunier vous en parlera bien mieux que moi, c'est le raccordement à Génilac, puisque actuellement, nous avons notre propre système de chauffage et de ventilation qui rejette du CO2, environ 15 tonnes par an. Et avec le raccordement Génilac, qui sera effectif en octobre de cette année, il n'y aura plus de rejet de CO2 grâce à cette technologie dont on vous parlera dans quelques instants. Alors voilà concrètement ce que peut faire une PME, ce que peuvent faire toutes les PME. Nous sommes aujourd'hui face à un problème qui ne peut plus être nié. Il y a un cadre international, des lois au niveau national ou cantonal qui sont votées, acceptées, des fois pas acceptées, mais on se doit d'aller vers cette transition énergétique si on souhaite que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre sur une planète agréable. Voilà, merci madame. Merci Monsieur Slatkin pour ces pistes et ces solutions résumées, je le rappelle, dans ce guide pratique à destination des entreprises plus fortes. Et le réchauffement climatique, croyez-moi, on le voit effectivement perler sur votre front aujourd'hui. La parole est à vous, Christian Brunier, sur le programme Génilac notamment. Merci. Donc il y a urgence climatique, je crois qu'on ne peut pas le cacher. Donc il faut faire plus vite et plus fort. Donc nous sommes en train d'élaborer un pacte climatique que nous allons présenter à la population en septembre. Ça sera un pacte qui met vraiment notre entreprise, bien sûr, en première ligne pour se décarboner ses activités, mais aussi qui crée un cercle vertueux avec tous les partenaires. Et les entreprises, bien sûr, en font partie, mais ça, je vous dévoilerai ça plutôt en septembre. Là, j'ai décidé de vous présenter un projet très concret, très actuel. Ça marche, hein. C'est en fonction, ce n'est pas un projet sur le papier. Et c'est le projet Génilac. Alors,
SIG, juste, là j'affiche les activités, je ne vais pas les commenter. Une entreprise 100% publique, mais très autonome. Régie autonome veut dire quelque chose, et nous prenons l'autonomie qu'il le faut dans le cercle politique qu'on nous fixe. Nous sommes une entreprise de 1700 collaborateurs, 1 milliard, un peu plus qu'1 milliard de chiffre d'affaires par année, mais j'aimerais venir sur 2 points, parce que c'est des clichés que je dois casser. Nous ne toucherons pas un franc d'impôt, au contraire, on reverse 70 à 80 millions à nos propriétaires, que sont la population genevoise finalement, c'est-à-dire les communes et l'État. Et puis aussi, nous ne sommes pas 100% monopolistiques comme certains le prétendent. Nous avons environ la moitié de nos activités en monopole, et c'est la plus grande responsabilité qu'on peut donner à une entreprise, et l'autre moitié soumise au marché. Réchauffement climatique, dérèglement climatique plutôt, on peut le constater aujourd'hui, mais on peut le constater malheureusement dans l'actualité quasiment tout le long de l'année. Je ne vais pas commenter ceci, il n'y a que quelques illuminés qui nient ça, autrement je pense que c'est une évidence pour tout le monde. La première chose qu'il faut toujours faire, c'est moins consommer. Moins consommer parce que le kilowattheure que nous ne consommons pas, c'est le kilowattheure le plus écologique, mais c'est aussi le moins cher. Donc ça, c'est toujours la priorité. Et en fonction de la croissance, Genève a une performance qu'on ne dit pas suffisamment. Nous sommes une des premières régions du monde où on a décorrélé la croissance économique avec la consommation électrique. Jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, les courbes se suivaient. C'était un peu le syndrome de la poule et l'œuf. On ne savait pas si c'était plus on consommait, plus on créait de richesses, ou plus on créait de richesses, plus on consommait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a démontré à Genève, moins 8% par habitant, moins 8% par habitant, donc c'est un pourcentage plus grand puisqu'il y a eu augmentation de la population, mais avec l'augmentation de la population, moins 8% par habitant, et on a quand même une croissance économique, certes peut-être un peu faible, mais néanmoins on l'a décorrélée, donc c'est possible de faire de la croissance durable. Deuxième chose, moins consommer, après c'est mieux consommer. Alors quand on pense renouvelable, on pense tout de suite électricité. Alors à Genève, on a une chance, c'est que les clients des SIG, c'est-à-dire quasiment tout Genève, être 100% renouvelable, on doit faire encore plus parce qu'on ne produit qu'un tiers des besoins, on achète le reste, donc il faut qu'on soit en circuit court au maximum, donc on essaye de développer la production solaire notamment, mais au niveau de l'électricité, on est 100% renouvelable, donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut agir en priorité, c'est sur autre chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire le chaud et le froid. À Genève, on se chauffe et on se refroidit en grande partie avec du fossile, environ 91%. Ce n'est pas honteux parce que la Suisse a une moyenne plus haute, c'est 93 à 95% en Suisse, et la plupart des pays européens sont à peu près dans ces résultats-là. Donc si je caricature, en Suisse on se chauffe essentiellement et on se refroidit avec du mazout, du gaz et puis de l'électricité fossile pour certains cantons. Donc ça c'est un levier vraiment de changement. Donc là, sur la thermique, sur le chaud et le froid, on est parti dans la même logique. On a un vrai plan de diminution des consommations, sans se priver de confort. On ne va pas retourner à la bougie, on ne va pas crever de froid dans nos appartements, mais on a vraiment plein de moyens aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, comme le disait Madame, comme me disait aussi Yvan Slatkin, grâce aux nouvelles technologies, on peut vraiment se chauffer, se refroidir avec des consommations restreintes. Et avec l'enveloppe du bâtiment, en plus, là, on peut vraiment agir d'une manière très forte. Donc, il y a une vraie planification sur les années à venir de la demande. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit que le fossile diminue encore beaucoup plus et c'est le renouvelable qui prend un peu le dessus. Projet Genilac, eh bien, il est tout simple. C'est que nous avons une réserve énergétique importante, j'allais dire presque inépuisable, qu'on avait oubliée, c'est le lac Léman. Le lac Léman est un potentiel gigantesque, bien sûr pour l'eau de boisson, et on a une eau de très bonne qualité. Je le rappelle quand même, une eau 300 à 500 fois moins chère que l'eau en bouteille, et surtout 1000 fois plus écologique qu'une eau en bouteille. Donc c'est important de le savoir quand on pense à l'eau potable. Mais on peut vraiment se refroidir et se réchauffer grâce à l'eau du lac. Alors comment on fait? Je vais caricaturer un peu la situation, mais pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. À 45-47 mètres de profondeur dans le lac, c'est-à-dire dans la rade, eh bien l'eau varie quasiment pas. Qu'il fasse une température comme aujourd'hui caniculaire ou qu'il fasse le gel historique, l'eau est toujours entre 7 et 8 degrés. Donc l'été, quand vous crevez de chaud, on prend de l'eau à 7 ou 8 degrés, en grande partie par gravitation. Bien sûr, il y a quelques pompes à des endroits qui fonctionnent avec de l'électricité renouvelable, mais la gravitation joue beaucoup. Eh bien, si vous impulsez de l'eau à 7 ou 8 degrés dans un bâtiment, vous le rafraîchissez naturellement. Et puis l'hiver, qu'est-ce qui se passe?
Ben, au lieu de partir avec une température extérieure de 0, 1 ou 2 degrés, vous allez partir avec une température de 7 ou 8 degrés. Donc vous avez déjà un delta favorable au niveau énergétique. Et puis ensuite, grâce à une pompe à chaleur qui va chercher un peu de chaleur dans la terre, eh bien, vous arrivez à chauffer votre immeuble. Donc c'est un procédé finalement tout simple, mais c'est un procédé relativement nouveau qui se développe et qui devrait se développer dans le monde entier parce qu'il y a des potentiels comme le lac Léman, il n'y en a pas qu'à Genève. Et je pense qu'il y a un potentiel là important au niveau de la Suisse, mais au niveau de l'Europe ou du monde. Nous avons déjà des clients qui sont déjà reliés, dont la Banque cantonale et la Fédération des entreprises romandes. Donc là, je fais un peu leur pub, hein, mais on est invité. Donc là, c'est vraiment du réel. L'affaire, ça sera au mois d'octobre. La Banque cantonale, c'est déjà le cas. Et je pense qu'ils pourraient témoigner comme quoi c'est tout aussi fiable qu'un chauffage ou qu'une clim, suivant les saisons. Le but, c'est d'être à 80% renouvelable dans nos réseaux et d'ici 2030, donc c'est demain, d'être déjà à 40% de renouvelables sur l'ensemble du canton. Donc ça, c'est important au niveau de la thermique. Où va-t-on? Actuellement, nous avons déjà développé toute la zone de la Genève internationale, c'est Genève-Lac-Nation. Là, c'est déjà le cas. La plupart des bâtiments de cette région sont refroidis et chauffés grâce à Génilac. Nous sommes en train de monter à l'aéroport, notamment, puisque c'est une zone de développement. L'aéroport a déjà signé le contrat. Et d'ailleurs, nous utilisons le chantier d'autoroute pour poser, vous avez vu, des immenses tuyaux, parce que c'est des grosses infrastructures, eh bien, des installations de Génilac. Nous sommes déjà au centre-ville. Bon, on l'a vu avec la Fédération des entreprises romandes ou la Banque cantonale, mais il y a plein de commerçants, des grands hôtels qui sont en train de se relier, des banques, etc. Les entreprises font un immense boulot. Hein. On montre les entreprises du doigt quand elles polluent, on ne les salue pas assez quand elles font des efforts vraiment pour l'environnement. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée dynamique dans les entreprises à Genève pour diminuer les consommations et pour développer le renouvelable. Et puis on va se développer aussi dans la région, bien sûr, des HUG, et dans Champel, qui est une des zones les plus denses, hein, on oublie de le dire, et puis aussi dans le Pave, ce nouveau quartier où on veut l'alimenter aussi avec Génilac. Bien sûr, il n'y a pas que Génilac pour se chauffer et se refroidir, nous avons d'autres choses. Nous avons les rejets de chaleur industriels. Par exemple, un centre de données produit énormément de chaleur qui part dans la nature. Eh bien là, on peut capter les besoins et les remettre ailleurs. Souvent, il y a des gens qui ont trop chaud alors qu'il y en a qui ont trop froid à tout près. Donc il faut qu'on joue un peu les boursiers, je dirais, d'énergie renouvelable pour prendre le plus d'un client et le donner à quelqu'un qui est en moins. Le free cooling, c'est un principe tout simple, on ne l'utilise pas, c'est à Genève. Vous avez du froid à peu près la moitié de l'année de l'autre côté du mur, et il y a encore plein de gens qui produisent du froid, notamment pour les centres de données. Eh bien, le free cooling, ça permet de capter le froid de l'extérieur, l'autre côté du mur, et de l'amener à l'intérieur. C'est tout simple. Mais ça, c'est d'énergie renouvelable. Nous avons les panneaux solaires thermiques, les collecteurs d'eau usée. Les eaux usées produisent de la chaleur et on peut l'utiliser. Le biogaz, bien sûr. Le bois, à condition d'avoir des filtres à particules. Cadium, c'est le réseau de chaleur que nous avons en partenariat public-privé. Et c'est l'énergie des déchets. Nous récupérons la chaleur des déchets et nous produisons de l'électricité et de la chaleur. L'hydrogène renouvelable, nous on va consacrer l'hydrogène renouvelable avant tout pour alimenter les poids lourds, les camions, les bus. On pourrait l'utiliser pour le chauffage, mais la performance est moins bonne. C'est un projet, Génilac plus les autres projets thermiques, et je parle de la décennie à venir, c'est un projet où SIG va investir 1,4 milliard. Ça va générer dans l'économie genevoise à peu près la même somme. Donc nous avons un projet de 3 milliards devant nous pour la décennie. C'est le plus gros projet éco-industriel du canton. Et là, on va retrouver la croissance durable, puisqu'on va faire du bien à la planète, véritablement. On va être générateur de valeur, donc on va faire du bien à l'économie genevoise. Et là, on est en économie de proximité. Et puis, on va créer de l'emploi. On va créer de l'emploi. Je prends un exemple qui a été mesuré par l'université. Notre programme Eco21, pour moins consommer, eh bien, il a créé à l'extérieur de SIG environ 600 emplois. Et c'est des emplois vraiment durables, ce n'est pas des stages de quelques jours, c'est vraiment des vrais emplois. Donc voilà, je crois qu'on a un vrai projet éco-industriel, je crois qu'on a des moyens de réussir, et puis un chiffre tout simple. Alors les chiffres varient suivant comment on calcule, hein, ce n'est pas les gens qui mentent, mais dans le débat sur le CO2, on l'a dit. Il y en a qui disent 8, il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 12. C'est-à-dire une dizaine de milliards par année de la Suisse sont dépensés chaque année pour acheter des énergies fossiles, souvent dans des pays assez lointains,
et des fois assez peu fréquentable en termes diplomatiques. Eh bien, cette partie de 10 milliards, on peut vraiment garder une partie conséquente ici pour créer de la dynamique économique durable, pour créer de l'emploi et faire du bien à la planète. Donc c'est vraiment un produit d'économie circulaire et un produit vraiment exceptionnel. Donc je pense que c'est le travail de tous de s'engager derrière des projets comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Brunier, pour le scénario SIG, pour cette transition énergétique à l'horizon 2035, et aussi pour l'exposé de cette double innovation. Elle est thermique, elle est écologique, que représente Génilac. Merci à tous, à vous sur le plateau. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Vous êtes maintenant invités en fait, à répondre au questionnaire de satisfaction que vous allez trouver tout simplement sur votre écran, qui s'appelle « Votre avis nous intéresse ». Un grand merci à tous et une très belle journée.